Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Alors permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Christian Capitaine, je suis journaliste et rédacteur en chef du site Imo Matin. Et donc, bien sûr, toute l'équipe d'Imo Matin est très heureuse de vous accueillir dans ce webinaire qui est donc dédié à l'univers de l'immobilier, vous vous en doutez bien, et plus précisément aux innovations qui sont aujourd'hui au service des agents immobiliers. Et tout au long de ce webinaire, on va donc se pencher sur une question précise, en tout cas essentielle, de quels outils doivent aujourd'hui se saisir les agents immobiliers pour travailler donc le plus efficacement possible et donc mécaniquement faire fructifier leurs affaires. Alors ce rendez-vous, nous l'avons organisé avec la société You Can Lead, qui est ici représentée par son fondateur Baptiste Vandenborg. Baptiste, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Et nous, oui, et nous sommes donc très heureux également de compter parmi nous ce matin deux personnalités du secteur de l'immobilier, deux personnalités particulièrement éclairantes, et notamment, nous le verrons, sur son phénomène de digitalisation. Tout d'abord, Bernard Cadot, 12 années passées à la présidence du réseau Orpi et c'est quelques 1300 agences aujourd'hui. Et Bernard, vous êtes aujourd'hui donc délégué général de e-listing, qui est donc une plateforme de partage de mandats exclusif. Bernard également, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, Martin Pavanello, qui est le cofondateur avec son frère Vincent Pavanello de la Maison des Mandataires, qui est une structure digitale, je le précise, digitale bien sûr, qui est donc dédiée aux agents immobiliers qui agissent donc, qui travaillent en qualité de mandataires. Alors, une donnée très importante, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions qui figurent dans le petit onglet à droite de votre écran. Et bien sûr, nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Ça va permettre de nouer un dialogue donc, entre nous tous. Donc, ces échanges sont toujours très, très intéressants dans le cadre de ces webinaires. Et avant de donner la parole à Baptiste Vandenborg, qui va donc nous présenter les fondamentaux du mécanisme de You Can Lead, est-ce que tout d'abord, Bernard et Martin, vous pourriez nous rappeler également que sont d'une part donc e-listing et d'autre part la maison des mandataires en quelques mots. Alors, en quelques mots, e-listing, vous l'avez dit, c'est une plateforme de partage de contenu et de contenu de mandat exclusif en l'occurrence, puisque moi, vous l'avez rappelé, j'ai présidé Orpi pendant 12 ans et Orpi, les fondamentaux d'Orpi, c'est de partager les mandats. Donc, je suis convaincu depuis fort longtemps de la pertinence et de l'utilité de partager des mandats entre professionnels et principalement, et je dirais même uniquement, des mandats exclusifs parce que c'est ce qui fait l'essence même de la valeur ajoutée d'un professionnel qui est en face d'un vendeur. L'objet et l'esprit d'e-listing, c'est d'être totalement œcuménique, c'est-à-dire de balayer l'ensemble du spectre de tous les professionnels de l'immobilier aujourd'hui, des agents traditionnels jusqu'aux mandataires, bien évidemment, car il y a toujours un invariant qui ne se dément pas, c'est que lorsqu'on est vendeur, on a besoin de trouver des acquéreurs, et lorsqu'on est acquéreur, on veut du choix. Donc, le projet e-listing, c'est bien de fédérer l'ensemble des professionnels autour d'un concept très simple, qui est de dire « rendons service à nos clients, gardons nos parts de marché et allons à la conquête de nouvelles parts de marché, puisqu'il nous en manque encore 35%, en partageant des mandats exclusifs et en ayant l'offre la plus exhaustive possible. » Très bien, merci beaucoup Bernard. Et vous, Martin, qu'est-ce qu'on peut dire de la maison des mandataires? Quel est son rôle? Quel est et aussi peut-être son fonctionnement? Yes, bien sûr. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci Christian. Donc, la Maison des Mandataires, c'est la première et la plus grosse communauté de mandataires immobiliers inter-réseau. C'est important en France. Donc, les mandataires de tous les réseaux font partie de cette communauté. Ce qu'on fait au quotidien, en fait, c'est qu'on produit du contenu. Alors, beaucoup d'articles de formation, des articles sur des sujets immobiliers généraux, des webinaires d'entraide où on invite des mandataires à parler à d'autres mandataires sur des sujets assez précis de leur métier et dans le but de faire progresser la profession, de mettre en lumière la profession. On parle beaucoup dans la presse, on écoute beaucoup ce qu'ont à nous dire les réseaux de mandataires, on fait remonter tout ça auprès des pouvoirs publics et voilà, on produit du contenu autour de tout ça. Et donc vraiment le but, mettre en lumière la profession, aider les mandataires à devenir de meilleurs mandataires et voilà, cela se fait autour de beaucoup de production de contenu. D'accord, sur notre site internet et via une newsletter. Oui. Et le lancement aussi d'un comparateur entre réseaux il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Oui.
C'est ça, en juin, on a lancé notre comparateur de réseau, donc qui est un peu la deuxième partie de la maison de mandataires, à savoir, bon, ça participe aussi au but de faire connaître les réseaux mandataires. On ne peut pas connaître les réseaux sans pouvoir les comparer et sans comprendre concrètement qu'est-ce qui différencie tel réseau de tel réseau. Donc on s'est dit, en plus de produire du contenu et de parler des réseaux mandataires dans la presse, on va proposer un comparateur de réseau sur lequel vous pouvez aller sur notre site et à la fois demander des informations plus précises sur tous les réseaux, mais aussi consulter des fiches entreprises que l'on a créées pour savoir au niveau des commissions, du prix des packs, de la formation, des outils digitaux, notamment utilisés. Tout est présent sur le site. D'accord, très bien. Alors justement, pour parler des outils digitaux et pour parler du premier outil digital qui nous intéresse ce matin, je vais donc donner la parole à Baptiste Vandenborg, donc le fondateur de You Can Lead. Alors Baptiste, est-ce que vous pourriez nous rappeler à nos auditeurs, quel est le cœur de métier de You Can Lead et en quoi votre concept de plateforme digitale peut être intéressante pour les professionnels de l'immobilier, pour les agents immobiliers? Oui, merci Christian encore une fois pour cette invitation. Alors, très belle transition, effectivement. Alors, You Can Lead, c'est une solution de recommandation digitale, donc une plateforme digitale pour que vos clients puissent en fait vous recommander. Alors, peut-être je peux vous partager très rapidement déjà comment ça s'écrit, parce que ça peut être une question qui vient assez souvent. Donc, comme ça, vous verrez un petit peu à l'écran comment ça se présente. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la recommandation digitale? Très concrètement, je vais vous donner un exemple de la vie de tous les jours. Moi, si j'ai vendu un bien chez mon agent immobilier favori, admettons qu'à un moment, je prends un café avec un ami à moi qui se trouve aussi avoir besoin de vendre son bien immobilier. Donc, tout naturellement, je vais lui parler de mon agent immobilier avec qui ça s'est très bien passé et je vais lui dire d'aller le voir de ma part. Sauf que en réalité, ce qui risque de se passer, et on le sait, le système ne va pas être très proactif et ça ne va pas fonctionner aussi bien qu'on le voudrait dans le système classique de la recommandation. C'est-à-dire que mon ami il va me dire « Ouais, pas de problème, Baptiste, j'appelle ton agent immobilier demain et puis je mettrai les choses en place. » Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une déperdition de leads énorme qui va s'opérer à ce niveau-là, puisque on va dire que la recommandation va être assez passive. Donc nous, en fait, ce qu'on a voulu créer pour aider notamment les agents immobiliers, pour répondre à votre question, Christian, c'est qu'on a fait une application mobile, on a développé une application mobile pour qu'en fait, admettons que je suis à ce café justement avec cet ami, je lui dis tout simplement, ah bah écoute, si tu es intéressé, j'envoie tes coordonnées très facilement auprès de mon agent immobilier et comme ça, c'est lui qui va te rappeler, qui va mettre ça en place avec toi, etc. Et donc pour ça, très facile, hein, j'ai l'application mobile You Can Lead, en fait, que je vais utiliser, c'est ce que vous voyez à l'écran, et je vais envoyer en quelques clics le lead, en fait, hein, le contact, c'est-à-dire le contact qui peut être intéressé. Le professionnel, donc l'agent immobilier en l'occurrence en question, va avoir en fait accès à une interface web sur laquelle il va retrouver les leads, c'est là-dessus que les contacts vont arriver. Et en fait, la grande nouveauté, c'est qu'il va pouvoir notamment récompenser ses ambassadeurs en cash directement. C'est-à-dire qu'on joue sur le facteur de récompense le plus motivant qu'on connaît aujourd'hui. Et nous, en fait, on offre une plateforme de paiement qui est intégrée à notre système, qui va permettre à des professionnels de récompenser des ambassadeurs en quelques clics et de recevoir par la suite en fait des factures au moment des paiements. Donc, ça va être très facile à gérer d'un point de vue comptable. Aujourd'hui, donc You Can Lead, on a fait ça pour rendre vraiment le processus de recommandation 100% digital, pour industrialiser un petit peu le process également. Il faut savoir que les résultats, donc on peut avoir une augmentation forcément du parrainage pour nos clients qui faisaient déjà du parrainage avec des chèques cadeaux, avec des coupons, etc. Et pour ceux qui ne faisaient pas de parrainage, donc qui ont vraiment mis ça en place en quelques clics, hein, l'idée c'est que c'est une solution clé en main, en 4 minutes, vous pouvez vous lancer. Et ces clients-là, donc sur un an, ils ont pu obtenir jusqu'à 50% de leur chiffre grâce à You Can Lead, donc avec de la recommandation. Donc, on parle de qualitatif et on parle surtout de bouche à oreille, en fait, un bouche à oreille un peu 2.0. Donc évidemment, ça marche dans tous les secteurs. Christian, Oui. voilà, on parle surtout d'immobilier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va dire… Dans le secteur de la cuisine équipée, ça marche aussi, je crois. Hein. Absolument, ça marche aussi très bien dans notre secteur de la cuisine équipée. On a aussi un petit peu le BTP, pas mal de courtage, absolument. Faut savoir que alors les secteurs, on va dire, de prédilection qu'on a aujourd'hui, ça reste dans l'immobilier, donc les agents immobiliers, les courtiers, parce que finalement, en fait, c'est vraiment les gens qui sont, je trouve, hein, personnellement, le plus à la page d'un point de vue digital
en tout cas, par rapport, par exemple, à des cuisinistes qui peuvent mettre un petit peu plus de temps à se digitaliser. Donc, c'est vraiment sur ce métier qu'on a pu se développer, surtout que le bouche à oreille, je pense que là, pour le coup, j'apprends rien à personne. Dans votre métier, il est très important. Ça marche énormément la recommandation. Et enfin, pour terminer, juste le petit plus. J'aime toujours en parler un petit peu pour le côté application mobile. Ce qu'on veut créer, il faut essayer de voir un petit peu plus loin avec You Can Lead et avec des applications mobiles en particulier. C'est que cette application mobile, en fait, elle crée un nouveau moyen de communication avec la communauté d'ambassadeurs, donc en fait avec vos clients. Ça veut dire quoi? On va parler de marketing justement tout à l'heure avec Christian, Martin et Bernard. Vous allez voir, voilà, on va parler très vite d'emailing, on va peut-être parler de SMS, qui sont des outils de communication aujourd'hui qui sont plus ou moins efficaces. C'est-à-dire que bon, le SMS, beaucoup de gens vont les lire, mais il va y avoir peut-être quelques soucis on va croire que c'est du spam, on va tout de suite être un petit peu méfiant. Le mail, on va encore moins le lire, donc ça va être encore moins efficace. Là où en fait, l'application mobile vous offre un canal de communication avec ce qu'on appelle les notifications push. Notification push, c'est quoi? C'est le petit message qui apparaît sur une application quand vous avez sur Facebook, sur WhatsApp, etc. par exemple. Et donc, en fait, par exemple, sur You Can Lead, nous, on offre aux professionnels le moyen de communiquer, donc d'envoyer des messages en fait directement sur les téléphones portables de leurs clients. Comme ça, ils peuvent en profiter. Nous, on a des clients qui font ça, par exemple, à Noël. Ils disent, bon, voilà, opération spéciale Noël, on récompense 2 fois plus si vous nous ramenez du mandat sur le mois de décembre. Voilà pour un Très bien. Peut-être une question toujours sur You Can Lead, pour qu'un agent immobilier puisse bénéficier de votre service. Combien ça lui coûte concrètement? Oui, alors en réalité, on a plusieurs offres d'abonnement. On en a 3. Donc, nous, notre modèle économique, c'est de l'abonnement, tout simplement, qui sont sans engagement. Donc, on a notre abonnement le plus classique qui est à 85 € hors taxe par mois, qui permet de donner toutes les fonctionnalités, dont les notifications push. On a un abonnement un peu plus premium qui est à 130 € par mois hors taxe pour ceux qui ont, par exemple, plusieurs agences, qui veulent référencer plusieurs agences sur l'application mobile. Et on va avoir un abonnement spécial mandataire qui est à 15 € par mois, hors taxe. OK. Et un petit peu différent, c'est uniquement pour les personnes qui travaillent toutes seules et qui vont avoir accès aux fonctionnalités principales, on va dire, de You Can Lead. D'accord, très bien. Alors, avant peut-être de parler des outils plus précisément, de faire des focus sur des outils, pardonnez-moi, précisément, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat et vous poser peut-être une question à vous trois. Est-ce que le monde de l'immobilier, selon vous, est assez digitalisé, et est-ce que peut-être par rapport à d'autres secteurs d'activité, il a tardé à se digitaliser? La question est très largement ouverte. Voilà, Bernard, je vous en prie, allez-y. Je pense que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que la grosse révolution du numérique et du digital, c'est les années 2000. Et c'est vrai que ça a pris par surprise une bonne partie de l'industrie. Maintenant, cette industrie, elle a réussi à réagir, à s'adapter, parce que je pense que l'agilité et la capacité à s'adapter, sont vraiment 2 maîtres mots. C'est pas suffisant encore parce que il y a des secteurs, et vous venez de l'évoquer, il y a des secteurs où on peut encore faire mieux, c'est évident. Les agents immobiliers échappent pas à la règle. Pour autant, il faut rester optimiste parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, beaucoup de travail de fait, de nombreuses applications, de nombreux outils d'ailleurs, et on va en parler, qui sont à disposition des professionnels. Après, c'est vrai que culturellement, c'est pas évident. Parce que d'abord, le type même de transaction immobilière est quelque chose de particulier. C'est anxiogène aussi pour les clients. On en reparlera peut-être avec la recommandation. Voilà. Ce qui est certain, et là aussi, je pense que nous allons l'évoquer, ce qui est certain, c'est que le confinement, les périodes qu'on vient de vivre, ont accéléré à la fois le besoin de maîtriser les outils digitaux, les outils modernes, et ont donné d'une certaine manière une longueur d'avance à ceux qui s'y étaient déjà préparés avant et qui, à bien des égards, ont peut-être pu faire la différence. Donc, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller… Il n'y a pas de question sur le fait de est-ce qu'il faut ou pas. C'est comment j'y vais, quand j'y vais et en quoi l'utilisation de ces outils modernes va m'amener ma propre valeur ajoutée auprès de mes clients. Il n'y a plus à tergiverser. Donc, encore une fois, certains ont peut-être pris un petit peu d'avance parce qu'ils avaient cette culture-là. C'est aussi une question de génération, il faut pas se le cacher. Voilà, mais on est la profession est sur la voie, bien sûr, de la digitalisation et de l'utilisation de tous ces outils.
Très bien. Est-ce que Martin ou Baptiste voulaient rajouter quelque chose? Oui, bah, moi, je suis bien en phase avec ça. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un petit retard. On le voit notamment parce que la digitalisation, pardon, souvent on fait le parallèle avec les levées de fonds des startups, puisque c'est souvent elles qui amènent beaucoup de nouveaux outils Ouais. digitaux. On a vu qu'il y a eu quand même un retard dans l'immobilier entre le nombre de levées de fonds, mais même les grosses levées de fonds sur des grosses startups par rapport à la banque ou d'autres secteurs. Donc, il y a eu un petit retard. Aujourd'hui, le retard a été non pas rattrapé complètement, mais bien rattrapé. Le confinement, notamment, a bien aidé ça. Mais il y a un truc important, moi, je pense, dans l'immobilier. Et en fait, quand on parle de digitalisation, quel que soit le secteur, souvent, c'est pour supprimer quelques intermédiaires dans tout le secteur, que ce soit la banque ou la food tech ou autre secteur. La digitalisation et le digital vient un peu supprimer quelques intermédiaires, pas complètement, mais aider ou supprimer quelques intermédiaires. Or, dans l'immobilier, vendre un bien immobilier, c'est un acte très important pour tout Français et toute personne. C'est très cher. Et donc, en fait, on a besoin de confiance. Et c'est là où il faut trouver le lien entre avoir du digital pour aider l'agent, mais pas non plus trop bypasser l'agent, parce qu'il y a besoin de confiance et donc il y a besoin d'humain. Le digital ne remplacera jamais cette confiance. Et donc, c'est là où pour l'immobilier, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut trouver le bon angle, on va dire, pour attaquer ce besoin de Oui. confiance, mais à la fois le besoin digital pour accélérer les process et tout ça. Ce qui n'est pas le cas sur la banque, par exemple, sur des petites transactions où là, la confiance est assez facile. Et en fait, voilà, sur des transactions ou d'autres systèmes bancaires, le digital marche très bien puisque le client n'a pas un besoin de confiance très, très important. Et donc ça renvoie effectivement aussi à la question du comportement aujourd'hui des acquéreurs, enfin, des porteurs de projets dans l'immobilier. Et alors, je vous pose une question à vous trois. Est-ce que selon vous, la crise sanitaire a changé ce comportement des futurs acquéreurs avec peut-être moins de visites en agence et peut-être une appétence plus forte à rechercher un bien sur le web? Oui, bien sûr. Je pense que Et quelles conséquences cela a sur les professionnels? les deux vont de pair parce que effectivement, plus on est habitué à utiliser les outils d'aujourd'hui et plus on va aller vers eux d'abord. Maintenant, pour faire le raccord avec ce que vient de dire Martin, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut pas imaginer, il faut surtout pas croire que le digital et le numérique suppriment l'intervention humaine. On est dans un domaine, encore une fois, très particulier. Une transaction immobilière, ça peut être pour certains anxiogène, voire très anxiogène, et il faut absolument que l'humain continue d'intervenir dans cette transaction. C'est de la réassurance, et puis parce que, encore une fois, on n'achète pas un bien immobilier comme on achète un produit sur Amazon, c'est évident, et cet aspect-là est très important. Maintenant, il est certain que la crise sanitaire a modifié et amplifié, je pense que ça a amplifié des tendances. Celles et ceux qui étaient tout à fait à l'aise avec ces outils-là le sont encore plus. Maintenant, et vous l'évoquiez, Christian, au moment où il faut se décider, il faut d'abord visiter le bien, parce que moi, je ne crois pas à une transaction qui serait tout en ligne avec une visite virtuelle. On va parler des visites virtuelles, mais quand même. Et donc, à ce moment-là, la rencontre avec le spécialiste de l'immobilier, qui sera le spécialiste de sa communauté immobilière, est un moment particulièrement important. Très bien. Moi, je voulais juste ajouter par rapport, je suis évidemment d'accord avec ce que disaient Bernard et Martin sur la partie digitale, mais même dans la manière de consommer, je dirais, au-delà de l'humain, effectivement, on va garder ce côté digital, par exemple, on va le voir avec tout ce qui est signature électronique. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de clients dans l'immobilier qui commencent à se poser la question de l'agence qui a pignon sur rue, parce que finalement, en fait, ils commencent à faire beaucoup de choses à distance, en visio, pour ce qui est on va dire, du traitement du travail qu'on peut faire en agence. Après, évidemment, moi, je suis complètement d'accord avec Bernard. Je sais qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, mais sur le côté visite virtuelle, effectivement, moi, le premier, je pense que on a besoin de le voir en vrai. Le virtuel ne remplacera jamais l'expérience qu'on peut avoir en physique. C'est comme la visio. Ça remplacera jamais une expérience qu'on peut avoir en physique. Et ça, je suis complètement d'accord. Alors, vous avez anticipé une question que je voulais vous adresser à tous les trois également, sur la question de la visite virtuelle. Et on est toujours dans cette idée de la prospection immobilière. Alors, quel est selon vous trois, justement, le rôle de la visite virtuelle? Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est peut-être aussi une première étape avant la visite physique d'un bien? Quel est votre point de vue sur cette question, s'il vous plaît, messieurs? Ah ben c'est une façon de faire une présélection. Et j'associerais la visite virtuelle avec un point qui me semble important et qu'on retrouve sur la plupart des outils,
qui est la localisation géographique, et c'est pour ça aussi qu'on pourra revenir à l'utilité du mandat exclusif, avec les fameux points d'intérêt que l'on peut trouver. Parce que un des reproches récurrents qui peut être fait ou qui a pu être fait aux professionnels de l'immobilier par les clients, c'est de dire je suis venu chercher un 3 pièces à côté de la gare et vous me proposez un 2 pièces et demi loin de la gare, donc c'est pas du tout ce que je cherchais. Mais comme vous avez que ça à me proposer, vous essayez de me forcer un peu à le visiter et à l'acheter. La visite virtuelle, elle a au moins cette vertu, c'est de faire gagner du temps à tout le monde, aussi bien aux clients qu'aux professionnels, parce que c'est important pour les deux, et le professionnel pourra apporter sa valeur ajoutée ailleurs dans la partie de la transaction, et puis de se situer assez rapidement pour savoir si c'est effectivement ce que l'on cherche et si ça correspond à ses besoins. Mais encore une fois, c'est pas un seul outil face à tous les autres, c'est l'addition des différents outils à différentes étapes de la transaction qui sera le point important à mon avis. Bien Vous sûr, voulez ajouter quelque chose ? Oui, pareil, je suis d'accord. Je voudrais rajouter juste que moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la visite virtuelle ne remplacera pas du tout 100% la visite physique. Mais si on regarde aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, notamment pendant le confinement, et j'ai l'impression que les chiffres restent plutôt les mêmes actuellement, la part de personnes qui achètent sans faire de visite physique, simplement par visite virtuelle, est en train d'augmenter assez fortement. Est-ce que c'est un dans épiphénomène? quelle proportion ? Vous savez dans quelle proportion ? J'ai pas les chiffres là, mais c'était quelque chose comme 30-40% d'augmentation par rapport à après Covid, de personnes qui achetaient pas, enfin qui arrivaient à acheter juste en faisant une visite virtuelle. On se dit souvent qu'on a 5-10 ans de retard sur les États-Unis. Est-ce que ce sera le cas là-dessus ou pas? Je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Est-ce que ce sera plus sur la location, certainement, que sur l'achat? Est-ce que c'est peut-être plus réservé peut-être à l'investissement locatif, en tout cas dans les biens qui sont acquis dans le cadre de l'investissement locatif? Alors, très certainement aussi. Moi, j'y crois plus sur de l'investissement locatif, notamment des offres. Aujourd'hui, quand on va chez Mastéos, typiquement sur l'investissement locatif, où c'est une offre vraiment clé en main, là, la visite virtuelle peut suffire. Il n'y a pas besoin on sait que le bien va être aménagé par Mastéos ou par d'autres entreprises d'ailleurs qui font ça, mais que le bien va être aménagé, qui sera clé en main pour le locataire. Donc, pour ce type de produit, je pense déjà que la visite virtuelle peut suffire et peut accélérer vraiment les choses. Mais sur la location ou sur de l'achat, on voit que c'est aussi le cas sur la résidence principale ou sur la location aux États-Unis. Donc, à voir. Je ne pense pas non plus que le marché français soit aujourd'hui assez mature. On a été surpris sur d'autres sujets dans le passé, donc à voir. C'est ce que nous dit d'ailleurs. Oui, pardonnez-moi, je vous en prie. Pardon, question. Ouais, non, parce que c'est très intéressant. Moi, je pense, en fait, peut-être le problème, on va dire, de cette visite virtuelle, c'est qu'en plus, on le voit avec les sites Internet de plus en plus aujourd'hui, c'est que ça devient vraiment un critère de sélection. Et c'est vrai que moi, je vais parler en tant qu'acquéreur. C'est vrai que tout de suite, quand on va faire une recherche, le premier critère qu'on va mettre, c'est peut-être justement cette visite virtuelle pour filtrer. En fait, ça va être un filtre qu'on va utiliser tout de suite parce qu'on va quand même avoir une meilleure idée déjà de la disposition, un petit peu, le volume. On va essayer de se rendre compte un petit peu de ça d'un appartement ou d'une maison. Et après, par contre, ça donnera évidemment lieu à une visite physique. Mais pour moi, c'est vrai que c'est assez stratégique la visite virtuelle parce que ça permet de filtrer déjà une bonne partie des C'est sûr. Et d'ailleurs, je vois que sur le chat, il y avait une question, une remarque sur la visite physique pour les locations sur les marchés très tendus. Je suis assez d'accord là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui, par exemple à Paris, c'est tellement dur de trouver une location à un T1, T2, c'est vraiment une horreur. Je connais beaucoup de gens qui seraient prêts à louer un petit appartement dans une zone qu'ils connaissent en faisant simplement une visite virtuelle. Quasiment, certainement. C'est effectivement Anthony Perra qui le disait, la visite virtuelle pourrait remplacer la visite physique pour les locations sur les marchés très tendus. Tout à fait. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même que pour la location, il y a d'autres paramètres importants avant ou après la visite virtuelle, en l'occurrence la solvabilité du candidat locataire et la qualité de son dossier. Hein. Bien sûr. Tout à fait. Autre outil qui finalement rejoint un petit peu cette idée de la visite virtuelle, le home staging virtuel. On le voit qu'il se déploie de plus en plus aussi. Il y a de nombreux acteurs qui se sont positionnés sur ce marché-là. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la place du home staging dans le monde de l'immobilier, et peut-être aussi nous dire quels sont, selon vous, ses avantages et peut-être même ses inconvénients? Moi, j'ai l'impression que c'est sous-utilisé. Ça fait partie sous-utilisé. Ça fait partie des idées intéressantes qu'on a vues apparaître il y a déjà plusieurs années. Après, les techniques se sont affinées et améliorées, mais c'est vrai que j'ai pas le sentiment qu'on l'utilise de manière systématique et massive. Pour autant,
C'est un aspect très intéressant parce que moi, ce que j'ai pu observer tout au long de ma carrière, et je ne pense pas que c'est beaucoup changé, c'est que nos clients ont parfois du mal à se projeter dans un futur, Oui, notamment lorsqu'on fait visiter les biens existants, qu'il y a des opportunités d'agrandir une cuisine, de la déplacer, que sais-je, et surtout de se projeter dans ce que peut être l'appartement après ou la maison après la visite. Eh bien, je trouve que le staging a cet avantage et cette vertu-là. Après, c'est comme tous les outils, il faut l'utiliser à bon escient. Bien sûr, il y a des réseaux de mandataires d'ailleurs aujourd'hui, ouais, certains réseaux qui insistent beaucoup sur le home staging. Et moi, je trouve que c'est plutôt une super offre à deux niveaux. La première, c'est que pour le vendeur, déjà, ça va améliorer son bien et donc il va se dire, je vais vendre peut-être plus cher, plus vite. Donc déjà, c'est le premier point positif. Et le deuxième, c'est que ça engage vraiment engage le mandataire. Là, je pense à un réseau mandataire, par exemple, pour qui le home staging est à la charge du mandataire. À partir du moment où le mandataire va voir le vendeur et dit, moi, je prends à ma charge le home staging, ça prouve une application et c'est très rassurant pour moi, pour le vendeur. Donc, c'est une offre qui mérite d'être déployée et qui mérite d'être connue. très bien. Alors, autre sujet ô combien important pour les agents immobiliers, la quête du nouveau mandat, comment décrocher de nouveaux mandats. Là, on est donc dans la question de la prospection, donc pour les agences immobilières. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des outils sur le marché qui permettent donc effectivement donc de prospecter et qui seraient une sorte d'alternative au bon vieux prospectus que l'on dépose dans sa boîte aux lettres? Alors là, la question est très largement ouverte. Est-ce que vous avez des pistes à donner à nos auditeurs? Oui, je vais peut-être commencer là-dessus, évidemment, parce que je suis d'accord que… Alors moi, je pense, tout d'abord, hein, pour reprendre un petit peu, resituer le contexte, je pense que tous les outils sont complémentaires. Il ne faut pas s'arrêter sur une méthode, il n'y en a pas qu'une qui Oui. va marcher. Pour moi, ça va être vraiment l'utilisation de plein de méthodes, dont peut-être le prospectus dans les boîtes aux lettres. En tout cas, aujourd'hui, au-delà de voilà, ce qu'on peut avoir avec la pige immobilière, évidemment, moi, je pense que on va beaucoup fonctionner… ce qui est très efficace, ça peut être tout ce qui est autour des avis clients, forcément. Oui. Aujourd'hui, les gens, ils vont sur Google et de plus en plus, c'est peut-être générationnel, je ne sais pas, mais forcément, je ne suis pas le mieux placé pour en parler peut-être. En tout cas, c'est très subjectif, mais c'est peut-être générationnel, voilà, d'aller voir tout de suite les notes sur Internet, soit d'un resto qu'on a fait, soit machin. Donc, ça va être la même chose pour une agence immobilière. Et donc, dans la continuité un petit peu de ça, c'est justement ce que nous, on essaie d'amener à nos clients, c'est d'offrir un nouvel outil de prospection, un nouvel outil d'acquisition de leads, plutôt, pour dire un meilleur mot, qui est la recommandation, en fait, pour faire du plus qualitatif, donc passer moins de temps à essayer de gagner plus de mandats. Et ça s'inscrit un petit peu dans une stratégie digitale pour moi. C'est-à-dire que ça peut rejoindre aussi des stratégies avec, par exemple, mettre en place un site Internet, peut-être mettre en place ce qu'on appelle du content marketing, c'est-à-dire faire du contenu, en gros, sur son site, proposer de la valeur ajoutée avec peut-être un blog ou des solutions comme ça, qui peuvent rentrer dans une stratégie digitale. Et ça rentre pour moi dans une stratégie d'acquisition de leads au-delà de la prospection. Ouais, D'accord, très bien. Alors, oui, je vous en prie, bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord avec Baptiste, c'est multifacteur et multi-outils. Il y a deux notions qui sont fondamentales, c'est la notion de confiance et de proximité. C'est comment… Alors, je vous surprendrai pas en vous disant que moi, je crois encore au modèle des agences traditionnelles en boutique. Je dis pas qu'il faut que tous les professionnels travaillent comme ça, mais je crois qu'il peut y avoir une vertu à ça, à condition, bien sûr, de savoir s'adapter, de jouer cette proximité et de vraiment jouer la recommandation positive de ses clients, être le spécialiste de l'immobilier dans sa communauté. Et on peut l'être de différentes manières. Mais bien sûr, les réseaux sociaux, bien sûr, les avis clients. Et je sais que les professionnels sont très attachés et très attentifs à leurs avis clients. Parce que vous savez, c'est une évidence, pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais la fréquence de visite des clients chez un agent immobilier ou chez un professionnel de l'immobilier, elle est lointaine. Parce que lorsque vous avez acheté un bien immobilier, en moyenne, vous le gardez entre 7 et 10 ans. Donc, entre-temps, comment est-ce qu'on entretient sa propre notoriété localement? C'est par le bon service qu'on aura rendu aux premiers clients qui se feront les propres ambassadeurs et ainsi de suite. Donc, je pense que cet aspect-là est un aspect très important que les professionnels ne doivent absolument pas négliger.
Martin aussi, je crois que vous me disiez avant le webinaire que les avis clients, c'était en tout cas une thématique que devaient saisir prioritairement, en tout cas, les agents immobiliers. Hein. Bien sûr, et ça revient un peu comme c'est exactement ce que disait Bernard sur cet aspect de confiance. Hein. On a plus tendance à avoir confiance en quelqu'un qui nous est recommandé que quelqu'un qui ne nous est pas recommandé. Et d'ailleurs, je trouve que alors je vais parler des mandataires parce que c'est le sujet que je connais un petit peu plus, mais les mandataires l'ont bien compris. Typiquement, quand on est sur les réseaux sociaux toute la journée, si on les suit, on voit qu'ils partagent beaucoup leurs avis clients et c'est important. C'est très important, c'est une marque de confiance, mais toute la journée, alors il y a différentes plateformes, hein, des avis vérifiés, des ImmoAdvisor, tout type de plateformes qui permettent d'avoir les avis clients de manière assez claire, pratique, notée et puis argumentée. Donc, c'est plutôt efficace. Et que ce soit les réseaux ou les mandataires individuellement communiquent beaucoup là-dessus. Et je pense qu'ils ont intérêt à le faire. Il faut que tout le monde le fasse puisque c'est une grosse marque de confiance. Donc, oui, bien sûr. Dans le cadre toujours de cette prospection, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont importants aujourd'hui. Pour aborder le chapitre donc des réseaux sociaux, selon vous, lesquels il faut aujourd'hui privilégier et peut-être aussi comment les utiliser. Vous avez parlé, Martin, des avis clients, donc ça ça peut faire partie du chapitre, ce vaste chapitre réseaux sociaux qui aujourd'hui est de plus en plus important. Bien sûr. Alors nous, c'est un très gros sujet chez la maison des mandataires d'essayer de coacher entre guillemets les mandataires là-dessus, comment utiliser les réseaux sociaux, quels réseaux sociaux utiliser. Aujourd'hui, on entend beaucoup la petite musique, comme quoi, notamment chez les très jeunes, comme quoi Facebook est mort et que Facebook et que tout le monde est passé sur Instagram. Facebook aujourd'hui, je regardais avant, c'est 40 millions d'utilisateurs mensuels en France et c'est 63% des plus de 25 ans. Donc c'est énorme. Alors qu'Instagram, sur les plus de 25 ans, est encore à 30-35%. 65% sont sur Facebook. Donc Facebook, évidemment, et d'ailleurs là aussi, encore une fois, les agents et les mandataires l'ont bien compris, mais je pense qu'il faut vraiment intensifier le Facebook. Les gens passent beaucoup de temps dessus. Il y a deux aspects intéressants sur Facebook. Le premier, c'est de se former et de s'informer. Il y a des groupes Facebook aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vendre celui de la maison de mandataire, mais il y en a comme l'immobilier et notre métier ou d'autres sur lesquels les professionnels de l'immobilier posent leurs questions, sur lesquels on peut apprendre énormément de choses. C'est un peu, il y a beaucoup de choses, il faut s'y retrouver, c'est un petit peu compliqué, mais on apprend beaucoup de choses. Donc, sur le côté informatif et formation, c'est très, très intéressant. Et sur le côté captation de leads et de mandats, évidemment, nous, le contenu qu'on pense intéressant, c'est de parler un petit peu de la vie locale. Aujourd'hui, je pense de faire un article sur l'évolution des prix en France, pas vraiment de sens. Se loger le fait de manière très granulaire et à des datas que personne d'autre n'a et qui intéresse d'ailleurs plutôt l'ensemble de la population, mais non pas la personne à qui on va aller chercher le mandat. Donc ça, je pense pas que ce soit des communications intéressantes. Non, ce qu'il faut, c'est parler un peu de sa communauté locale, quelles sont les évolutions des prix dans telle ville, tel boulanger qui va arriver dans ma ville là, vraiment des choses qui vont intéresser toute la localité, enfin toute la population de notre ville. Je pense que c'est déjà la première chose. Et puis être très 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 visible, faire de la vidéo et se montrer. Là aussi, ça a été un peu, je pense, les mandataires ont été forcés entre guillemets de faire ça. Comme on n'a pas de vitrine physique, il faut une vitrine digitale. Donc il faut se montrer. Si on montre pas notre tête, comme on dit tout à l'heure, si on veut avoir un peu la confiance des vendeurs, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière la profession d'agent. Donc ils l'ont bien compris et ils se montrent beaucoup. Ils font beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. On peut voir à quoi ressemble l'agent. Et donc ça, je pense que c'est très intéressant, très important pour créer de la proximité, encore une fois de la confiance. Et voilà, c'est un contenu qu'on voit beaucoup sur Facebook et qui est pour moi très, 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 très important. Mais ça requiert nécessairement de faire appel à une agence de communication. Est-ce que ce sont de gros investissements pour un agent immobilier? Non, je pense pas. Non, je pense pas. En tout cas, au niveau individuel du mandataire, encore une fois, quand on les voit sur Facebook, c'est de la petite vidéo avec son iPhone. Aujourd'hui, la qualité est bonne, l'outil sur iPhone est bon. Pour publier, c'est rapide, c'est facile. Donc non, je pense pas. Il suffit d'intéresser un petit peu avec de l'information locale, de faire rire, hein, parce que c'est des petites choses qui peuvent aussi attirer les gens. Et pour moi, c'est suffisant. Et faire ça en étant assez régulier et avec du contenu qui intéresse, qui capte un petit peu l'audience, c'est suffisant. Et pas besoin de. Alors, je parle encore une fois pour de l'individuel, hein, pas pour des agences qui auraient des centaines d'agents, mais pour l'individuel, pas besoin. Je pense que pour Excusez-moi. Oui, je pense que quelle que soit la taille de l'agence, de toute façon, les réseaux sociaux sont incontournables. Après, il faut les adapter en fonction de la cible. Oui, Facebook, c'est le gros réseau social. Il y en a d'autres. Ça dépend aussi qui va l'utiliser. Ça dépend aussi je pense que l'aspect générationnel est important et que, en fonction des générations, on va être plus enclin d'utiliser tel réseau social que tel autre.
L'important, c'est la présence. Ce sont les images. Effectivement, c'est plus du storytelling, c'est plus donner des informations concrètes, locales, parce que tout simplement, pourquoi? Parce que le futur acquéreur, eh bien, il faut qu'il se projette dans un nouvel environnement et que lui expliquer cet environnement, l'éduquer un petit peu sur ce qui s'y passe, ça peut être aussi, ça participe de son choix et de sa décision. Et donc, voilà, c'est un outil. Ce sont des outils, les réseaux sociaux, des outils nouveaux, enfin nouveaux, pas si nouveaux que ça, en tout cas modernes, qu'on ne peut pas mettre de côté. Il faut absolument les utiliser. Après, toujours pareil, question de dosage, question de ciblage aussi, parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes de la même manière d'un réseau social à un autre. Ça, c'est ma conviction. Oui. Et à partir de là, c'est un petit peu le chef d'orchestre qui va, ou le chef de cuisine qui va faire sa recette et qui va l'élaborer le mieux possible. Oui, moi je disais, pour compléter par rapport à ce que disait Martin, justement sur l'aspect sur Facebook qui est encore très utilisé aujourd'hui, c'est vrai qu'on va avoir un médium comme Instagram qui va, en complétion bien sûr, hein, ça vient avec Facebook, moi je l'imagine, mais Instagram va être un très bon médium par exemple pour faire de la présentation de biens, du storytelling, pour reprendre le terme de Bernard justement, on rentre carrément là-dedans, dans les stories d'Instagram, clairement. Et donc, ça peut être effectivement une manière différente de communiquer. Peut-être sur Instagram, on va moins aller chercher du lead par rapport à du Facebook, mais il va y avoir ce côté storytelling et ce côté un petit peu présence digitale qui, je pense, va être quand même importante pour ses clients et pour sa visibilité sur Internet. Et réseaux sociaux, oui. D'ailleurs, j'ai juste une petite anecdote. Donc là, on parlait plutôt sur la captation de mandat, c'est important, mais aussi derrière pour vendre le bien. Et j'étais avec un directeur d'agence il y a quelques jours qui nous expliquait qu'il a voulu faire un test de supprimer toutes les annonces des portails et de mettre tout ce budget-là sur la communication Facebook. Et l'activité est restée exacte sans prévenir tous ses agents. Un test sur 3 mois, je crois. L'activité était exactement la même. Donc en faisant seulement de la pub Facebook, il a vendu autant de biens que lorsqu'il utilisait les portails. Donc, c'était assez intéressant et sans en informer les agents. Donc, vraiment, en fait, ça prouve un peu la puissance de l'outil aujourd'hui. Alors, et pour rester sur ce volet réseaux sociaux, Anthony nous dit effectivement que lui, alors il a eu recours à la formation. Il nous dit que nous avons offert une formation animer ces réseaux sociaux à nos conseillers, avec pour certains de très bons résultats. Donc là aussi, on le voit, la formation aussi peut être aussi un bon levier aussi pour bien activer les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Oui, alors je suis obligé de faire un aparté avec ça, d'ouvrir une parenthèse, Christian, parce que je trouve que j'avais pas vu ce qu'a dit Anthony, mais c'est très intéressant sur ce côté animation. Parce que, alors ça rejoint un petit peu ce que je parlais en introduction pour les notifications push et ce qu'on peut avoir avec peut-être une application mobile, c'est que justement, on a vu que ce qui donne beaucoup de résultats, c'est cette animation un petit peu de sa communauté. Parce qu'en gros, vous construisez une communauté avec vos clients, vos ambassadeurs, votre réseau. Et en fait, c'est un réseau social, quoi. Donc, le fait d'utiliser une application mobile, par exemple, pour... par exemple, un truc tout bête, hein, je vous donne un exemple très concret qu'ont utilisé certains de nos clients, c'est de souhaiter les anniversaires par message à leurs clients. Et ça, c'est tout bête, mais en fait, ça marche. Ça rappelle au client qui a été client chez vous il y a 5, 6, 7 ans, c'est Bernard qui disait, voilà, la moyenne qui était à peu près de ce niveau-là. Et ben, les gens ne vous oublient pas et ça fait toujours plaisir pour un truc finalement tout bête. Et ça rejoint cette animation. Donc, je pense qu'effectivement, moi, je suis très convaincu de ces résultats. J'en doute pas, Anthony, qu'il y a eu d'excellents résultats avec ça. Ça, c'est sûr. Alors, il y a Jean qui nous dit, est-ce que Facebook n'est pas une menace à terme? Alors, ils ont fait des tests quand même, hein, avec oui, notamment les marketplaces sur la location. Oui, pour l'instant, ils n'ont pas dégainé. Pour l'instant, ils n'ont pas encore dégainé. Ok, d'accord, très bien. Autre sujet que propose. Oui, pardon. Pardon, oui, pour compléter ce que disait Bernard, parce que c'est très. Je réfléchissais à cette question. Peut-être que Facebook, par contre, va peut-être pas avoir la crédibilité qu'on peut retrouver avec même avec Le Bon Coin ou en tout cas avec un réseau un peu plus sérieux. C'est-à-dire que moi personnellement, par exemple, je ne sais pas si j'irai vraiment que sur Facebook pour trouver
un bien ou quoi que ce soit, quoi. Donc peut-être il va y avoir ce côté crédibilité qui peut être à challenger, bien sûr. Mhm. Oui, mais enfin, ils ont quand même, après, le pire n'est jamais sûr, mais ils ont quand même un outil extraordinaire, c'est la maîtrise des datas. Ils connaissent les utilisateurs de la plateforme mieux que quiconque, ben, on ne peut pas imaginer qu'un jour ou l'autre, ils ne se soient pas posé la question et que peut-être se la poseront-ils encore une autre fois et ils passeront à l'acte. Bon, on n'en sait rien, hein, on n'en sait rien. D'accord, très bien. Alors, autre outil, bien sûr, indispensable pour les agents immobiliers pour pouvoir bien travailler, il y a donc le site web de l'agence. Bon, là, c'est un vaste sujet, là aussi. Peut-être prendre quelques particularités sur le site internet de l'agence immobilière. Selon vous, quelle partie doit-il comporter? Est-ce qu'il faut obligatoirement publier des annonces? Est-ce qu'il faut y intégrer un blog? Voilà, quels outils sont selon vous indispensables pour un site internet aujourd'hui d'une agence immobilière et même d'un groupe de mandataires peut-être immobiliers? Ouais. Alors, évidemment, publier les annonces, je pense que c'est indispensable, ils le font tous. Et Ça même reste s'il y a un gros, indispensable. il y a un gros sujet de référencement, évidemment. Aujourd'hui, quand on tape acheter appartement à Lyon, il y a un gros sujet de référencement de se dire comment je vais me placer par rapport à ce loger et le bon coin, très clairement. Donc, il faut le faire de manière, à mon avis, très qualitative. Il faut vraiment essayer de forcer la belle photo, la belle annonce, si on veut vraiment avoir cette valeur ajoutée par rapport à des ce loger et le bon coin. Donc, à mon avis, voilà, c'est être très, très, très précis, très qualitatif là-dessus. Ensuite, le blog, à mon avis aussi. C'est notamment un gros, pour ceux qui font un petit peu de référencement Google, c'est une grosse partie du référencement Google. Google aime beaucoup qu'on publie des articles sur des sujets qui sont en lien avec notre activité. Donc, le blog, à mon avis, c'est intéressant. Ça permet à des gens de taper, à des acheteurs ou vendeurs, de taper une question immobilière et de tomber sur notre blog et donc de regarder un petit peu notre site internet. Tout le monde le fait aujourd'hui dans tous les domaines. Toute personne qui crée un site internet et qui veut un peu de trafic passe par un blog aussi, entre autres. Donc, à mon avis, le blog ça demande du temps parce que juste d'écrire un article comme ça pour le référencement, ça ne suffit pas du tout. Il faut que ce soit un peu réglé et encadré, mais à mon avis. Ça peut se sous-traiter, mais oui, c'est vrai que ça peut. Ouais. Il faut du temps et puis de la qualité de contenu parce que il suffit pas d'avoir le blog. Encore faut-il que le contenu soit attractif. Mais ça prend du temps. Ouais. Et alors justement, vous avez des pistes pour pouvoir le rendre attractif, ce blog? Attractif, je ne sais pas si on peut le conseiller, mais le principe même du blog, c'est de faire partager de l'expérience et d'amener de l'information que les clients n'ont pas eux-mêmes. Donc attention, encore une fois, c'est chronophage. Martin l'a dit, Baptiste aussi. Et puis ce côté qualitatif, parce que si c'est déceptif, ce qui est l'enjeu, c'est bien sûr le référencement. Si c'est déceptif, les gens n'y vont pas. S'ils n'y vont pas, il y a le référencement prend un coup. Sur ces aspects-là, quand même, il y a énormément de concurrence de partout. Il est évident que entre une démarche purement individuelle et une démarche qui serait une démarche mutualisée et regroupée, il y a des écarts de performance qui sont très nets. Lorsque vous êtes affilié à un réseau national, quel qu'il soit, et pas forcément Orpi, mais lorsque vous êtes affilié à un réseau ou à une grande marque, vous aurez de facto certainement plus d'impact et plus de référencement. Alors que si vous êtes tout seul dans votre coin, attention parce que à la fois c'est chronophage et c'est coûteux. Très bien. Et peut-être d'ailleurs que les réseaux sociaux que nous évoquions juste à l'instant peuvent compenser, pour quelqu'un qui est tout seul dans son coin, peuvent compenser justement ce déficit de référencement sur un site web. C'est d'ailleurs ce qu'ils font, parce que le gros aujourd'hui, ce qui est important, c'est la production de contenu. On le voit bien, c'est le contenu avant tout. Et quand le contenu ne peut pas être Google, le contenu peut être réseaux sociaux. Et c'est comme ça, notamment que les mandataires se battent, n'écrivent pas des articles individuellement, parce que, comme on l'a dit, c'est évidemment impossible, c'est trop chronophage et trop compliqué de ranker, d'être référencé là-dessus. Donc pour moi, la production de contenu, si elle ne peut pas être blog et national ou Google, elle doit être réseaux sociaux. Mais là, pour le coup, réseaux sociaux, c'est payant parce qu'avec le référencement Google, on est sur du référencement gratuit. On est d'accord là-dessus aussi. Oui, quand on parle référencement naturel, oui. On parle de référencement naturel, c'est ça. Parce qu'après, on peut se faire référencer en payant du Google Ads et pour essayer d'améliorer sa visibilité. Mais là, ça peut encore représenter des très gros budgets. Très bien.
Autre sujet, il nous reste un quart d'heure, donc il faut qu'on aille un peu plus vite. Autre sujet, la place du logiciel métier. La question elle est encore très vaste et très largement ouverte. Est-ce que peut-être vous avez des pistes à donner à nos auditeurs sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui un bon logiciel métier et est-ce qu'aussi un logiciel métier doit être un logiciel que l'on peut utiliser sur le terrain, en mobilité? Je vous pose la question à tous les trois là également. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est vraiment là c'est pareil. Je pense, on se pose même plus la question. Il faut que ça soit utilisable sur tout support. Et il faut, par définition, parce que ce sont des métiers de mobilité et on fait plus son métier à l'extérieur qu'à l'intérieur, hein, il faut pouvoir l'utiliser dehors, oui. Et pour quelle tâche, par exemple? Vous avez des conseils à donner à nos auditeurs? Je pense que sur les tâches basiques et fondamentales, quand je reprends par exemple l'application e-listing, vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone. Vous avez de la réalité augmentée, vous avez des capacités à voir dans un certain entourage ce qu'il y a à vendre, se rapprocher des fameux points d'intérêt, avoir un maximum d'informations en un minimum de temps. Qui vont pas faire la vente complètement, bien évidemment, parce que ça participe d'autres choses, mais qui vont au moins faire gagner du temps aux clients et aux professionnels de l'immobilier sur le terrain et pouvoir se repérer rapidement et produire des offres à son client, parce qu'on en revient toujours à ça, c'est qu'est-ce qu'on offre à son client? Notamment au niveau de l'organisation aussi, je sais que c'est un gros sujet. Beaucoup de l'organisation de l'agence. On gagne du temps. Permettent de gagner beaucoup de temps, que ce soit sur l'agenda ou sur… Récemment, on avait un sujet sur le problème de certains mandataires, c'est qu'en fait, ils sont contactés sur Messenger Facebook, par SMS, par mail, un peu sur différents canaux. Et certains outils aujourd'hui permettent en fait de regrouper tous ces canaux au sein d'une même messagerie. Et là, typiquement, c'est des choses qui font gagner énormément de temps. On perd plus un seul prospect. On peut être et ça peut être très précis, très réglé et très ordonné. Donc ça, c'est des logiciels qui sont un peu en amont, mais qui permettent de gagner énormément de temps et de ne pas perdre de prospects et vraiment de pouvoir tout suivre à la lettre. Et justement, est-ce que entre le logiciel métier de l'agent immobilier et You Can Lead, on peut créer des passerelles? Comment est-ce que tout cela s'enchevêtre, si je peux bien sûr. Oui, absolument. C'est très important. C'est très important. Martin parlait de traçabilité. C'est vrai que ça fait tout. Hein. Ça permet d'éviter de perdre la trace de ses prospects potentiels. Et donc, oui, absolument. You Can Lead propose l'intégration avec des CRM, donc des logiciels métiers, par exemple Neti ou des bureaux qui ne sont pas forcément rattachés à l'immobilier. Et comme ça, effectivement, ça rejoint ce que disait Martin, parce qu'on crée un nouveau canal au-delà du Messenger, machin, etc. Maintenant, il y a peut-être un nouveau canal avec You Can Lead. Et au lieu de rajouter ça pour demander aux professionnels de passer un peu plus de temps sur un nouvel outil, non. En fait, nous, évidemment, on veut s'intégrer avec les outils existants pour que tout arrive au même endroit, pour que le traitement soit beaucoup plus facilité. Et on parlait d'organisation, c'est carrément ça. D'accord, très bien. Alors, j'en profite que vous ayez la parole, Baptiste, pour vous poser une question qui a été posée par un internaute qui nous demande comment est-ce que vous faites pour vous faire, pardonnez-moi, je reprends, comment faites-vous pour vous faire connaître auprès du grand public? La question de Valérie, oui, absolument, c'est ça. Absolument, c'était Valérie qui posait la question, oui, tout à fait. D'y répondre absolument, parce que c'est très important. Alors, en fait, nous, on fonctionne un petit peu comme les agences immobilières, c'est le même principe. Hein, on essaye de faire du content marketing, donc on a évidemment un blog, et puis on va faire de la publicité, tout bêtement, hein, c'est-à-dire proposer aux gens, où le message il va être un peu différent, c'est proposer aux gens d'arrondir leur fin de mois en faisant de la recommandation, tout bêtement, en recommandant leurs professionnels favoris, et tout cela au moyen d'une application mobile. Donc, nous, c'est comme ça qu'on va essayer de capter le maximum de gens pour se faire connaître du grand public, parce que ça, c'est stratégique. C'est-à-dire que demain, dans l'idéal, à moyen long terme, ce qu'on aimerait, c'est que effectivement, quand vous avez des clients que vous rencontrez et que vous parlez de recommandations, vous dites, vous pouvez nous recommander sur You Can Lead. L'idéal, c'est que la personne sache effectivement déjà ce que c'est et peut-être a déjà l'application mobile sur elle, ce qui fait que la recommandation est encore plus facilitée puisqu'elle pourra vous rejoindre. Oui, vous voulez rajouter quelque chose?
Très bien. Autre outil, bien sûr, indispensable aujourd'hui, autre outil digital, bien sûr, indispensable aujourd'hui pour les agents immobiliers, les outils de signature à distance. Est-ce que c'est déjà aujourd'hui la norme et est-ce qu'elles se sont généralisées et est-ce qu'elles sont aujourd'hui devenues la norme? Et peut-être aussi, qu'est-ce que ça requiert comme investissement? Pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement aussi pour les agents immobiliers en se dotant donc de la signature à distance, de la signature électronique? Alors, dans l'ordre de vos questions, Christian, Il y en avait 3 ou 4, c'est vrai, il y en avait beaucoup. c'est pas encore la norme, mais ça se développe de plus en plus. Ouais. Les professionnels de l'immobilier s'y sont mis et l'utilisent, bien évidemment. La crise a été un déclencheur là aussi? Entre autres, oui, ça fait partie de cette accélération dont je parlais tout à l'heure, l'accélération de l'utilisation de ces outils digitaux. C'est manifestement un gain de temps parce que tout simplement, on est fréquemment confronté à des vendeurs qui habitent à un endroit et des acheteurs à un autre, et donc pour faire coïncider les agendas, c'est pas toujours facile. Quand vous avez une indivision, des successions, etc., qu'il y a plusieurs intervenants, c'est évidemment facilitateur. On gagne du temps. Et puis, je pense que ce qui sera l'accélérateur définitif, parce que j'imagine volontiers que dans quelques temps, ça sera ultra majoritaire, ce qui sera l'accélérateur, c'est vraiment que les clients aient conscience que ces actions-là sont sécurisées. Parce qu'un des freins qui arrive immédiatement, c'est de se dire, je clique sur l'ordinateur, il se passe quoi? Je me suis engagé. C'est un petit peu comme le paiement en ligne. Hein. Il y a un côté éducation aussi. À cet égard, les solutions qui sont proposées sont des solutions qui sont sécurisées, c'est évident. Et clairement, je pense que c'est une bonne solution. Une fois encore, et pardon de me répéter là-dessus, c'est aussi la bonne utilisation au bon moment avec la bonne personne. Si vous avez un client qui est particulièrement récalcitrant et rétif à ça, c'est pas la peine d'insister. Il va falloir trouver une autre solution. Par contre, proposer cette solution, c'est effectivement un plus pour le professionnel de l'immobilier. Et comme vous le disiez effectivement, donc sécurisation, et comme nous le dit aussi Anthony dans le petit les questions qui défilent, fluidification du process. Et aussi, bien sûr, pour l'agent immobilier, un gain de temps énorme. C'est exactement ce que vous disiez. Et puis un service, on parlait de retour sur investissement. Moi, je pense souvent, attention aux nouvelles générations qui sont les acheteurs de demain, et ça arrive de plus en plus vite. Les nouvelles générations ont eu l'habitude de tout faire sur Internet, de payer en ligne sans avoir peur de quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils se mettent même dans la crypto-monnaie, qui est un autre sujet, mais qui prouve à quel point ils sont capables de faire confiance assez facilement en ligne. Ces gens-là veulent signer des documents en ligne. Et je pense qu'ils ont peut-être 15, 20, 25 ou même déjà 30 ans aujourd'hui. Donc, c'est les acheteurs qui vont arriver sur le marché et ils signent déjà beaucoup en ligne. Donc, je pense que c'est un service qui est encore peut-être un peu un premium. On peut dire, moi, je permets de la signature en ligne. Donc, c'est un plus. Je pense que dans 5-10 ans, ce sera plus du tout un plus, mais ce sera vraiment pénalisant de ne pas l'avoir. Donc, c'est sûr. Donc, à mon avis, il faut prendre le virage le plus vite possible. Et justement, Anthony, qui est très actif sur ce chat, nous dit que la signature électronique va, selon lui, devenir la norme pour tous les moins de 60 ans d'ici 2 à 3 ans. Voilà un peu de prospective. Même pour les plus, hein, c'est pas forcément une question d'âge, hein, c'est aussi une question d'utilisation. C'est sûr que la confiance, on a tellement de plus en plus confiance en ces outils-là aujourd'hui. Des outils qui sont backés par des gros investisseurs, qui sont utilisés par des millions et des millions de personnes. Donc, en fait, on a une confiance qui est telle dans ces outils-là que je pense qu'ils sont indispensables. Très bien. Il nous reste presque un peu plus de 5 minutes. Il y a deux, trois sujets encore que je vous propose d'aborder. On en a parlé en tout début d'entretien. La place de l'humain, finalement, dans ce monde qui se digitalise et plus particulièrement encore dans l'immobilier. Quelle est-elle aujourd'hui et quelle sera-t-elle demain, cette place de l'humain dans l'immobilier, messieurs? Alors moi je veux croire, et je suis absolument convaincu qu'elle restera majoritaire, centrale, primordiale. Simplement, elle ne s'exprimera peut-être pas de la même manière. Mais je ne peux pas imaginer que dans une transaction immobilière, quelle qu'elle soit, on mette l'humain de côté.
Voilà. Après, il faudra que l'humain trouve sa place en fonction d'un nouvel environnement, de nouveaux outils, de nouveaux comportements et de la demande des clients aussi, parce que c'est quand même le client final qui nous dicte notre comportement, mais pas d'immobilier sans humain, c'est évident. Ouais. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, c'est clair que l'humain aujourd'hui va rester très important. Alors, je suis avec des experts, donc je voudrais pas trop dire de bêtises, mais je crois que c'est le premier poste de dépense des Français, c'est ça, l'immobilier? Oui. C'est toujours le cas. Bon, et en plus, c'est l'accompagnement. Un agent immobilier accompagne quand même les gens au moment le plus important de leur vie, qui est voilà, l'achat. Enfin, attention, hein, je prends des pincettes, mais voilà, surtout, je veux dire, sur l'acquisition d'un bien, c'est hyper important. Donc, on ne pourra pas remplacer avec du robot, du full Ah, puis digital. c'est pas une transaction Oui, comme une autre, c'est quelque chose de Voilà. très très particulier. On pourrait en parler pendant des heures, mais oui. c'est tout à fait impliquant. Donc non, Donc il faut de l'humain, bien sûr, bien dans le sûr, processus. bien Dans le sûr. processus. Bien sûr, Et comme nous dit Anthony, l'humain sera accompagné des meilleurs outils digitaux pour Oui, délivrer effectivement le bah, meilleur service et la meilleure qualité de service possible. c'est ça le meilleur des mondes. on parle souvent C'est un outil. d'agent augmenté d'ailleurs. L'agent de demain, c'est l'agent augmenté, c'est l'agent qui a ses outils digitaux, mais qui est encore là. D'ailleurs, tout à l'heure, je faisais le parallèle avec les États-Unis. Si on regarde aujourd'hui, les États-Unis, les transactions d'avoir 5, 6 maximum % de PAP, donc ils peuvent être faits avec des simples outils et sans passer par un humain tiers de confiance, alors que c'est les plus avancés au niveau du digital et qu'on pourrait se dire ils vont créer cet outil qui permettra de ne pas passer par l'humain. Non. Aujourd'hui, même eux qui sont très avancés, donc avec un peu de chance, on a encore 10 ans devant nous, mais 10 moi, ans. je crois pas Non, non non, plus. Non, on a plus que ça. on a beaucoup Ouais, plus et je crois pas non plus du tout on a plus que ça. Alors, il y a aussi le modèle des agences immobilières digitales qui se développe. On a parlé bien sûr, on a parlé de l'humain, mais bon, il y a aussi les agences immobilières digitales qui se développent. Je pense notamment à Haussmann ou encore à Liberkis, qui sont des acteurs aujourd'hui devenus importants. Est-ce que selon vous, et peut-être cette question va s'adresser peut-être davantage à Bernard, est-ce que selon vous, elles sont une menace pour les agences immobilières traditionnelles que vous chérissez tant? Mais alors d'abord, pour moi, vous savez, quand il y a menace, il y a toujours opportunité, hein, parce que l'un va pas sans l'autre. Après, ben, c'est une question d'adaptation, effectivement, parce que on a vu arriver des nouveaux modèles, et pas seulement ceux-là, hein, il y a des nouveaux modèles. Je pense qu'il y a des modèles hybrides tels Keller Williams, par exemple, qui sont Oui, là aussi, qui ont apporté une nouvelle façon de faire dans cette industrie immobilière. Il faut pas les négliger. Il faut pas. Martin présente les mandataires. Les mandataires sont aussi le phénomène émergent de ces dernières années. Il faut ni les négliger ni les mépriser. Simplement, il y a des modèles qui, à mon avis, ne peuvent pas exister parce que le modèle économique, enfin, ne peuvent pas durer. Parce que le modèle économique, quand on est sur du low cost, qu'on a par exemple des transactions à 2000 € forfaitaires, moi, il faut qu'on m'explique le modèle économique parce que je ne sais pas comment. vous pensez à quel acteur? Ou en Oh tout cas, quel modèle? Le modèle low cost, vous disiez, par exemple. clairement, tout le monde a le nom sur les lèvres. Quand je vois les agences de papa, ou alors ils ont compris quelque chose que nous n'avons pas compris les uns les autres, mais ça paraît quand même difficile de faire vivre un modèle économique comme ça. Après, c'est au fil du temps qu'on verra. Ça sera peut-être destiné à une frange de clientèle sur une partie de transaction seulement. Pourquoi pas? Je pense pas l'enseignement majeur. Outre le problème des capitaux énormes qui sont arrivés dans l'industrie là sur les dernières années, l'enseignement majeur, c'est qu'il n'y a aucun modèle qui peut prétendre être universel et s'appliquer à tous les autres. Ça, c'est certain. C'est la leçon que moi j'en tire. Bon, après, il y a toujours des volontés de disruption qui peuvent exister. J'attire quand même l'attention sur une chose, et là encore, j'enfonce une porte ouverte, mais le principe du low cost, c'est toujours associé à des gros volumes. Quand on est dans la grande distribution, on peut baisser les marges parce qu'on a des gros volumes. Est-ce que dans l'industrie immobilière, on peut garantir à ses utilisateurs qu'il va y avoir tant de volume que ça, qu'avec de si faibles marges, on pourra vivre? Ça, c'est la question. Messieurs, vous avez quelque chose à ajouter? Pareil, complètement d'accord. D'ailleurs, nous souvent, on distingue un peu, on segmente pas mal les territoires en fonction des acteurs. Et on pense complètement qu'il y a la place pour ces trois, on les divise en trois, hein, que ce soit les réseaux Oui. mandataires, les réseaux d'agences classiques ou les néo-agences. Si les mandataires sont aujourd'hui très forts dans les milieux très ruraux et les agences encore dans les villes moyennes, on pense que le cœur des grandes villes est un marché très intéressant pour les agences à frais fixes, hein, très clairement, avec des prix immobiliers beaucoup plus élevés, un marché très fluide. Donc là, les agences à frais fixes, à mon avis, vont perdurer et vont gagner en part de marché.
Maintenant, comme le disait très bien Bernard, oui, c'est une menace. Est-ce que c'est pas aussi une opportunité de se dire, est-ce qu'on va pas Oui. plus se digitaliser, essayer de copier, entre guillemets, certains bons aspects du Oui. modèle, c'est aussi une possibilité et c'est ce qui se fait dans tous les secteurs. Mais voilà, à mon avis, ça restera segmenté et il n'y aura pas la mort d'un des trois acteurs. Je pense que les trois acteurs ont leur place et peuvent totalement cohabiter et perdurer. Trois acteurs qui peuvent coexister. OK. Et il y a un quatrième dit low cost, pour qui, c'est Rémi qui nous le dit, il dit, pour moi, les agences de papa, c'est un coup de communication. Le business model, c'est la création de data à revendre plus que faire des transactions immobilières. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, je crois que Bernard, vous êtes d'accord, absolument. C'est pas un business très pérenne, du coup, dans ce cas-là. Une dernière petite réflexion, messieurs. On voit que la PropTech, la technologie dans l'immobilier, après un ralentissement des investissements en 2019, en 2020 du fait de la crise pandémique, repart. Il y a eu des belles levées de fonds ces récentes semaines. Est-ce que selon vous, c'est une bonne nouvelle ou au contraire, est-ce que peut-être la financiarisation de la profession vous inquiète? Vaste question là aussi, mais si on peut avoir votre point de vue sur la question, très ravi. En une minute Une minute chacun. Allez, 2. Ouais, bon, il y a énormément d'argent qui circule, ça c'est une évidence. Les gros investisseurs se rendent compte que finalement l'immobilier ou l'industrie de la distribution immobilière peut représenter un intérêt et une rentabilité, donc pourquoi pas. Effectivement, la financiarisation à outrance, elle pose des questions. Il y a des valorisations d'entreprises qui là aussi interpellent, comme on dit, hein, des levées de fonds de plusieurs millions, des valorisations où je prends un seul exemple. IAD est valorisé à 1,2 milliard puisqu'ils ont vendu un quart pour 300 millions, si mes chiffres sont exacts. C'est ça, Et vous avez un réseau comme Century 21 qui est un des réseaux leaders en France, qui a été vendu pour la totalité 84 millions d'euros. Donc, quand vous faites le ratio, on peut effectivement se poser des questions. Après, les investisseurs, ils investissent en fonction du potentiel de l'entreprise dans laquelle ils investissent. Donc, si on s'en tient à ce principe-là et à ces chiffres-là, il faut croire que IAD a plus de potentiel que Century. Moi, je m'interroge parce que, encore une fois, il faut qu'il y ait un marché suffisamment volumétrique pour permettre ce retour sur investissement. Parce que qui dit investissement dit retour sur investissement. Donc, on va voir les années qui viennent de quoi elles seront faites. Mais c'est sûr que c'est un des sujets sur les 5 dernières années. L'arrivée massive de capitaux dans cette industrie, voilà, on est obligé de le constater et on ne peut pas, là encore, le balayer d'un coup de plume. D'un cours de demain. D'accord, très bien. Mais vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, sur ce point-là? C'est très intéressant parce que je pense que la question est très compliquée. C'est vrai que c'est difficile d'y répondre en une minute. Je pense que j'arriverai pas aussi bien que Bernard. Mais moi, pour nuancer sur l'aspect effectivement injection en masse d'argent, je vais faire le parallèle un peu avec ce qu'on peut trouver dans le health tech ou voilà, enfin en tout cas dans le milieu de la santé par exemple. Je pense que des fois ça peut être intéressant parce que par contre ça peut aider quand même des entreprises, des startups à proposer de la valeur ajoutée quand même et à créer des nouveaux moyens, des outils digitaux pour essayer d'arriver à ce modèle d'agent augmenté, comme le disait très bien Martin. Donc, il peut y avoir un côté, je pense quand même qu'il y a un côté évidemment positif à ça, puisque ça pousse à l'amélioration constante. Maintenant, effectivement, là, je ne connaissais pas les chiffres, hein, Bernard vient de me l'apprendre, mais ouais, la capitalisation, enfin, à outrance et l'investissement à outrance, effectivement, je pense que ça peut être dangereux, ça, comme tout. Je suis assez d'accord. C'est sûr, moi je diviserai aussi en 2 points juste pour finir, c'est que déjà faire attention aux toutes les levées de fonds en ce moment, puisqu'on sait qu'il y a un surplus d'épargne énorme et que quels que soient les secteurs de la tech en France aujourd'hui, ils sont tous à des records de levée de fonds. On a vu les 3 jours avec 1 milliard de levées la semaine dernière. Ça m'arrive en France et certainement ça n'arrivera plus. Donc la PropTech profite comme tout le monde de ce petit momentum. Et la deuxième chose, quand on parle un peu de financiarisation et de levée de fonds, pour moi, il faut faire la différence entre 2 aspects. Ça peut être dangereux pour l'investisseur, ça c'est sûr. Celui qui a investi sur une valorisation d'IAD à 1,2 milliard, est-ce qu'il retrouvera son argent, est-ce qu'il aura ses retours, je ne sais pas. Après, d'un autre côté, pour le vendeur et pour le client final, ça peut être qu'une bonne nouvelle puisque c'est des meilleurs outils, comme disait Baptiste, des meilleurs outils, plus de suivi client. Donc pour moi, il faut distinguer les deux. Ça peut être dangereux pour l'investisseur, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour le client final puisqu'il aura que des outils meilleurs. Je suis d'accord. Voilà.
Voilà, Christian. Je ne sais pas si on a toujours Christian. Ouais. On l'a perdu. On a perdu, ouais. On a dû le perdre. On va Il est finir parti, entre nous alors. Tout à fait. Et Ah. Christian s'est déconnecté. On a perdu C'était- définitivement. Ouais. Voilà. Mais c'était une très, très bonne conclusion, Martin. Ouais. En tout cas, moi, j'ai été ravi d'échanger sur ces points-là, qui sont des points importants et qu'on retrouvera encore dans les mois et dans les années qui viennent. Bien sûr. Bien sûr. Qui auraient mérité tous leur demi-heure de débat, peut-être. Mais bon, on peut pas Largement, faire largement, de ouais. webinaire de 5-6 heures. C'est comment ça, pour l'audience, ça va être un peu. C'est lassant, oui. Je vous avais perdu. Je suis ravi de vous retrouver. On était très tristes. Bah voilà. Eh bien, écoutez, c'est le moment de conclure. Merci mille fois, messieurs. Merci Bernard, Vincent et Baptiste d'avoir participé à ce webinaire sur les outils digitaux. Merci mille fois. Merci Christian. Et Merci beaucoup. Merci à vous trois. C'était très Au intéressant. revoir à vous tous et à Ravi. très très bientôt. À bientôt. Merci. Au plaisir. Au revoir. Merci, messieurs. Au revoir. Merci à tous. À toutes.